Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit commentaire de l'actualité du jour qui est la hausse du prix du tabac. Et on va prendre un regard de mathématicien pour faire ce commentaire d'actualité puisqu'on est quand même sur l'Académie des sciences, donc on va rester dans le thème des sciences. Allez, c'est parti. Alors pour ce commentaire, on va passer en revue 3 articles sur la hausse du prix du tabac. En l'occurrence un article du Monde, un article des Échos et un article de 20 minutes que vous pouvez trouver sur internet et dont vous trouverez les liens dans la description. Je vous invite à aller les lire pour mieux comprendre l'objectif de cette vidéo et les éléments dont je vais parler. On va commencer avec l'article du Monde que voilà. Donc 5 idées reçues sur la hausse du prix du tabac. On va voir un petit peu quelles sont ces idées et qu'est-ce qu'on peut en dire en termes mathématiques. Donc la première, on commence par une petite introduction de cet article où on nous dit que le prix du tabac augmente une nouvelle fois le 1er mars, donc aujourd'hui, et que c'est la deuxième hausse depuis l'élection d'Emmanuel Macron, loin d'être la dernière, et on nous parle que à la fin le prix du paquet devrait atteindre 10 € à la fin de l'année 2020, soit une hausse d'environ 50% du prix du tabac en 3 ans. Alors là on a un élément mathématique, 50% du prix du tabac, c'est un beau chiffre bien rond. Est-ce que c'est pour autant vrai? Eh ben c'est ce qu'on va voir maintenant. Petite calculatrice. Donc on a en prix initial, qui était 7 € de moyenne il y a quelques mois. Prix final 10 €, donc on prend 10, on divise par 7, et on obtient 1,428, etc. Ce qui veut dire que le coefficient multiplicateur pour aller de 7 jusqu'à 10 est de 1,428, etc. On va arrondir à 1,43. Et donc la hausse du prix du tabac elle est plus proche en fait de 43% que de 50%. Donc même en arrondissant on pourra arrondir à 40%, mais en aucun cas à 50%. Donc déjà là le monde, petite erreur. On continue où on nous parle des fumeurs qui remplissent les caisses de l'État, où là on nous balance plein de chiffres. Est-ce que pour autant les choses sont prouvées ? Est-ce que les calculs sont corrects? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, première chose, on nous dit que les fumeurs réguliers consomment en moyenne 13,6 cigarettes par jour en 2010, ce qui fait environ 250 paquets, et qu'à 8 € l'unité, ça donnerait une dépense de 2000 € par an. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, déjà, on nous indique 13,6 cigarettes par jour. Le tout en une année, on a donc 365 jours, ce qui fait environ 4964 cigarettes, sachant que dans un paquet de cigarettes, il y a des paquets de 20, des paquets de 30, donc si on a des paquets de 30, ça donne 165 paquets. Si par contre on a des paquets de 20, on va faire le calcul pour vérifier. On arrive bien à la valeur qu'on nous donne. Donc c'est les paquets les plus courants, des paquets de 20. Après, vu que je ne suis pas fumeur, je peux pas vous dire exactement quelle marque a combien de cigarettes, mais apparemment, d'après l'article, la plupart des paquets seraient à 20 et ils prennent ça en considération. Donc soit. Là, pour le coup, rien à redire. Donc ensuite, c'est 250 paquets à 8 € pièce. On aurait donc effectivement les 2000 €, donc là pas de souci, l'article va dans le bon sens. Après pour le reste, on a des valeurs qui sont complètement invérifiables. On n'a pas vraiment d'indication particulière qui laisserait à penser qu'il y a une erreur ou pas. On nous sort des chiffres. Dans la suite de l'article, on nous donne pas mal de valeurs numériques. On n'a pas grand chose à en redire puisque ce sont des valeurs statistiques et le journaliste nous donne les informations. Pas d'éléments à vérifier. On arrive également à pas mal de valeurs sous forme de pourcentage qui pourraient être exploitées au niveau des statistiques. Donc là c'est plutôt intéressant et on arrive même à un graphique qui nous présente les inégalités face au tabac dans les 16 dernières années.
donc de 2000 jusqu'à maintenant. L'immense avantage de ce graphique, c'est qu'on peut voir les évolutions en fonction des années, ce qui permet de bien vérifier l'idée reçue numéro 3 que seuls les moins riches arrêteraient de fumer. Donc là, il n'y aurait pas de souci, il y a une bonne méthode mathématique, on a récolté des statistiques sous forme de pourcentage, on les présente sous forme de graphique pour voir un petit peu comment les choses évoluent. Sur tout le reste de l'article du Monde, il n'y a pas énormément de valeurs qui peuvent faire l'objet d'une exploitation, c'est plutôt des affirmations, du recueil d'informations, donc rien à redire dessus, l'article est plutôt bien documenté, on n'a pas de grosses erreurs mathématiques, mis à part celles du début, donc là, rien à redire. Avant de passer à l'article des Échos, j'attirerai quand même votre attention sur le fait que la plupart des valeurs numériques qui sont données dans l'article sont absolument invérifiables. Donc à prendre quand même avec du recul et à avoir un regard critique dessus, puisque on va voir dans les articles suivants que les valeurs sont pas les mêmes en fonction de l'article, alors que pourtant si c'était des vraies statistiques, on aurait logiquement des valeurs assez proches. J'attire votre attention sur le fait que on parle du montant des taxes dans l'article sur Le Monde, que là on se situe en milliards, et que on va passer à l'article des Échos, et on arrive à la hausse du prix du tabac, devrait rapporter 500 millions de plus à la sécurité sociale. Donc on passe d'un chiffre en milliards à un chiffre en millions, suivant l'article, donc déjà là-dessus, est-ce que c'est la même chose? On peut pas trop savoir. Alors, au niveau de cet article, je vais pas en dire grand chose, juste rester sur le début de l'article, où en fait je voulais surtout attirer votre attention sur la différence d'échelle qui est indiquée entre les deux articles, entre celui du Monde et celui des Échos. On passe de gains de taxes en milliards à des gains de taxes en millions. Là on est à 500 millions de recettes fiscales, alors que chez Le Monde on était plutôt dans les 16,4 milliards, une fois le paquet est passé à 10 €, sachant qu'on était à 11,4 milliards en 2017, avant la hausse de novembre. On pourrait dire qu'on aurait environ 5 milliards d'augmentation. Donc on a quand même, dans un cas, 5 milliards de gains en plus, et dans l'autre cas, 500 millions, donc il y a quand même quelque chose qui surprend un petit peu à cet endroit. Alors, dernier article que j'ai sélectionné pour ce petit commentaire de l'actualité, c'est l'article de 20minutes.fr, où ce qui est intéressant dans cet article, c'est pas tant les données chiffrées, mais la qualité de ces données. Alors, en effet, si on regarde, alors certes le titre dit que le paquet de cigarettes passera à 8 €, alors bon, là le titre c'est vraiment pour l'accroche, il n'y a pas de détails, mais par contre si on avance un petit peu dans l'article, on arrive un endroit où on détaille vraiment toutes les augmentations, donc entre 0,70 et 1 € d'augmentation. Alors, ce qui est intéressant de bien noter, c'est que l'article ne généralise pas la hausse d'1 € à tous les paquets. Il précise bien par différentes marques de cigarettes, différents modèles de cigarettes, la hausse réelle appliquée, ce qui permet vraiment après d'exploiter mathématiquement les données pour en tirer des conclusions. On a également dans la partie suivante des indications au niveau des estimations, et là ce qui est intéressant, c'est qu'il précise à chaque fois d'où viennent ces estimations. On a également un commentaire sur les pourcentages de volume de vente, donc on a vraiment un bon développement de la donnée mathématique qui permet ensuite d'exploiter ces informations pour faire des calculs avec. Pour conclure cette revue d'actualité, d'un point de vue mathématique, il faut quand même, et ça on l'a remarqué notamment avec l'article du Monde, que les chiffres avancés ne sont pas toujours pertinents. Je pense notamment aux 50% de hausse qui en fait en réalité ne sont que du 43% de hausse, qui est quand même un écart assez important. D'autre part, la différence entre les sources documentaires au niveau des informations chiffrées données varie de façon assez colossale. Passer de 500 millions à 5 milliards, non, il y a un souci. Donc à bien vérifier, il ne faut pas hésiter à prendre plusieurs sources, à voir ce qui revient le plus souvent, voire carrément d'aller vérifier à l'origine de l'information.
Le but étant quand même mathématiquement d'éviter de prendre des données erronées au départ ou de partir sur des arrondis beaucoup trop grands pour pouvoir avancer et avoir des calculs corrects et cohérents. Je pense notamment au niveau des arrondis dans les articles journalistiques comme c'est le cas dans l'article du Monde. Faire des gros arrondis, ça marche bien pour les titres, ça impressionne, mais mathématiquement c'est complètement faux. Donc vraiment faire attention à ça. Le deuxième point qui pose souci dans tous ces articles, c'est que les sources sont invérifiables pour la plupart. Il y a beaucoup d'articles où on se contente de nous donner des données chiffrées sans nous dire d'où elles viennent et à partir de quoi elles ont été calculées, ce qui du coup mathématiquement pose quand même un souci. On n'a pas le détail du raisonnement ni les informations qui nous permettent de comprendre comment on est arrivé jusque-là. Et le deuxième point, c'est que les données sont pas suffisamment détaillées. Je pense notamment à la hausse qui, comme elle concerne plusieurs marques qui sont vendues à des prix différents, doit forcément être détaillée. Bon point pour l'article de 20 minutes qui du coup détaille ces données, ce qui n'est absolument pas le cas des deux autres articles. Pour finir, au niveau de l'exploitation mathématique de ces informations, on va surtout se situer sur des notions statistiques vraiment indispensables pour pouvoir comprendre ce genre d'article, pour pouvoir exploiter les données, pour pouvoir avoir un regard critique sur les informations données par les journalistes. Alors c'est vraiment l'exploitation principale de ces informations, c'est vraiment les statistiques qui vous permettront de vraiment tout comprendre. On peut bien sûr faire des maths avec d'autres domaines des mathématiques, avec n'importe quelle de ces informations, mais bon, j'insiste bien sur le fait qu'on est surtout dans une partie statistique. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et pour voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à l'Académie des Sciences. Je vous dis à bientôt.